Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission À découvrir en direct du Collège de la Cité. Avec nous, nous avons Philippe Heinemann qui va nous parler de ses casques Beats. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Alors si je vous ai amené dans le boîtier spécial de la 10e année, des Beats sur 3 de Dre. OK. Est-ce que tu peux montrer aux téléspectateurs quelques caractéristiques? Oui, alors premièrement, les casques Beats Studio 3 sont vraiment confortables car ils possèdent des coussins au niveau de la tête et au niveau des oreillettes afin d'avoir une écoute très confortable. OK. Ici, il y a aussi le logo qu'on voit souvent partout au niveau des oreillettes et au top de la tête. On a aussi, ici, on peut plier. On peut les plier, les oreilles, afin de les ranger dans le boîtier. Ouais. On peut aussi, ça nous permet aussi de les agrandir pour ajuster à la tête. Ici, au bas, on a le bouton Power qui nous permet aussi, si on le garde enfoncé, nous permet de activer la fonction Bluetooth pour l'écouter sans fil si on fait du sport, admettons. De ce côté ici, nous avons un autre bouton au milieu qui nous permet de faire soit pause, play, ou si on a double-clic, ça nous permet de passer à la prochaine chanson. On a aussi le volume. Si on pèse en haut, ça monte le volume. Si on pèse en bas, ça baisse le volume. Et pour finir, on a ici la prise pour charger les écouteurs. Est-ce que ça fait longtemps que tu as les headphones? Les headphones, ça fait, je pense, 3 mois que je les ai et je les aime vraiment. Est-ce que tu les recommanderais à nos téléspectateurs? Ah oui, je les recommanderais vraiment surtout parce que j'ai pas besoin de les charger beaucoup. Ça fait 3 mois que je les ai chargés, je pense, 3 ou 4 fois. Alors, c'est vraiment une très bonne batterie et aussi, il y a aussi une fonctionnalité spéciale, c'est le denoise ou le Noise Room Cancellation. Il y a comme du white noise qui sort à l'intérieur et ça permet d'enlever le bruit d'arrière-plan pour mieux entendre la musique, pour mieux se concentrer. Tu as dit que tu faisais du sport avec. Est-ce que tu les recommanderais pour des sportifs ou est-ce qu'ils sont bien pour les sports? Oui, absolument. Parce que vu qu'il y a la fonction Bluetooth, on peut les mettre sur notre tête, on peut faire des mouvements, on peut se concentrer parce que il n'y a pas de bruit d'ambiance. Ça nous permet vraiment de faire tout ce qu'on veut. Donc, est-ce que tu fais de la course avec ou? Oui, exactement. Je fais des petites courses de 10 km des fois. Là, je cours avec ceux-là, juste pour m'entraîner. Et ce fil rouge-là, c'est pour... Ça, c'est le fil. Si jamais ça ne nous tente pas d'utiliser la fonction Bluetooth, on peut se connecter directement avec le fil qui se branche ici, dans le trou. Et ensuite, on peut aussi monter le volume ou baisser le volume ou faire pause à partir du fil au lieu d'utiliser les commandes sur les côtés des oreilles. Donc, vite fait, qu'est-ce que tu dirais qui est si unique de ces écouteurs? Je dirais qu'ils sont vraiment uniques parce qu'ils sont plutôt compacts pour un type casque, parce que certains casques ne permettent pas de la fonction de se plier. Ils sont aussi très performants comparé à d'autres écouteurs, ceux-là sont très performants parce que on entend très bien le son. Parfait. Bon, merci Philippe. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. J'aimerais remercier Philippe d'être venu avec nous et de nous parler de ses écouteurs Beats. Avec nous la semaine prochaine, nous avons Madame Adrienne Henry qui va nous parler de son étui de téléphone iPhone Tela biodégradable. Merci et bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Nous avons aujourd'hui avec nous Mme Adrienne Henry qui nous parlera de son étui Pella 100% biodégradable. Bonjour Adrienne. Bonjour. Pourrais-tu nous parler de la compagnie Pella en tant que telle et leurs étuis téléphone? Oui, donc comme vous avez dit, Pella est une compagnie qui fait des étuis 100% biodégradables. La compagnie elle a été créée par Jeremy Lang, qui est un Canadien qui vient de la Saskatchewan. Lui, son but pour la compagnie, c'était de faire une compagnie qui crée des produits qui sont écologiques et meilleurs pour l'environnement, qui laissent pas une grosse trace. Et leur premier produit qu'on devait faire, c'était des étuis pour téléphone. Il a eu sa motivation de faire tout ça quand il était en Hawaï avec sa famille pour un voyage, et puis il a vu vraiment tout le plastique et les déchets qu'il y avait dans l'océan et sur la plage. Donc, il a travaillé fort et il a décidé de faire un étui comme celui-ci. Comment est-ce qu'il a réussi à créer des étuis qui ne restent pas des milliers d'années sur la planète? Oui, donc un étui comme celui-ci, qui est justement le mien, Pella, premièrement, c'était de trouver être capable de remplacer le plastique que les étuis de téléphone cellulaire ont typiquement. Alors, après plusieurs années, il a créé le Flastix, qui est l'alternative qu'ils ont été capables de faire. Ils ont été capables de faire ça avec du fibre de lin. Justement, c'est pour ça que si on regarde à l'intérieur, ça dit que c'est fait à partir de plantes et que c'est designé au Canada. Alors, ils ont fait cet étui-là justement avec du Flastix, avec des produits qui sont recyclables, comme des papiers, tout ça. C'est pour ça que ça donne aussi un petit look un peu plus, comme s'il y a des petits morceaux de carton dedans un peu partout. Et le troisième ingrédient qu'ils utilisent, c'est des plantes. Donc ça, c'est vraiment les trois ingrédients qu'ils utilisent pour faire ça, qui fait que l'étui il est quand même assez malléable. Il est aussi anti-choc. Donc moi, personnellement, j'ai échappé mon téléphone quelques fois, puis il y avait cet étui-là, et jusqu'à maintenant, il est encore... Mon téléphone est encore correct, l'étui aussi, et puis oui. Pourrais-tu nous dire où on pourrait se procurer un tel étui? C'est quoi le coût? Oui, donc ils ont un site web. Vous pouvez aller sur pella.com, donc c'est justement comme le nom de l'étui, pellacase.com, désolé. Et puis là-dessus, ils ont tous leurs différents produits. Les étuis sont environ entre 29 $ à presque 50 $. Les prix varient dépendamment de quelle couleur que tu veux, quel style, si c'est une nouvelle édition ou pas, tout ça. Mais moi, personnellement, je recommande vraiment, si vous décidez d'acheter un étui comme ça sur le site, de l'acheter avec un ami, parce qu'ils ont toujours, si tu achètes 2 étuis, le deuxième, il est 50 % de rabais, donc ça baisse le prix. Et en plus, pour nous, les Canadiens, les prix sont tout en dollars américains. Donc, ça fait que avec le taux de change, c'est un peu plus cher. Mais justement, si vous l'achetez comme ça, ça vous rapporte, ça va coûter moins cher. Et en plus, 25 $ ou plus, si vous achetez pour 25 $ ou plus, ils vous envoient la livraison est gratuite. Donc, n'importe quel étui que tu achètes, tu pourras l'avoir livré gratuitement. Mais si jamais vous ne voulez pas acheter en ligne, vous pouvez toujours aller. Je pense qu'il y a quelques magasins qui s'appellent Sunnyside Records alentour d'ici qui en vendent. Mais moi, je recommande effectivement l'acheter en ligne, là, parce que tu peux pas y avoir des bons rabais. Oui, c'est sûr, il y a des rabais partout. Là. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des sales Black Friday aussi? Oui, je pense qu'il y en avait justement, parce que souvent, ils font différentes ventes comme ça. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais merci. C'était Mme Adrienne Henry pour son étui Pella. Et notre prochain invité sera David Mercier avec sa caméra Polaroid qu'il utilise pour faire des photos. C'était Philippe Heinemann et à une prochaine émission.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Ce soir, nous avons en studio comme chroniqueur David Mercier. Il est ici afin de nous parler de sa caméra Polaroid One Step Close-Up. Alors, bonjour David. Bonjour Adrien. Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ta caméra et pourquoi tu as décidé de montrer ça aujourd'hui? En fait, moi, j'aime tout ce qui est plus vieux. En fait, dans des années que j'étais pas vivant. OK. Donc, ça m'intéresse. En fait, j'aime voir comment les gens prenaient de la photo avant qu'on ait tous des téléphones intelligents et des appareils photo mini compacts. Puis j'aime aussi tout ce qui est photographie. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui me représente quand même beaucoup quand on parle du Polaroid, vraiment. OK. Et définitivement, on peut voir que ce n'est pas une caméra récente de 2019. Non. Mais est-ce qu'elle fonctionne quand même bien? Ça, c'est un des modèles les plus récents. Disons, dans cette série-là, c'est un des modèles des plus récents. Donc, c'est une caméra de 1993. OK. Oui, elle fonctionne encore très bien. Vraiment, je peux prendre des photos avec. Tant que j'ai des cartouches, ça marche bien. C'est juste le prix des cartouches, avec le temps, il est beaucoup plus grand parce que la production elle a diminué. Donc, voilà, c'est juste ça qu'il faut Mais ils font quand même encore des cartouches pour ça? Oui, ils en font quand même encore. OK. Vraiment, il faut les trouver, par exemple, pour ne pas les acheter sur Internet. Ou on peut aller dans des magasins de photographie spécialisés, on va en trouver. Est-ce qu'il y aurait des accessoires supplémentaires pour la caméra? Dans le fond, réponse courte, non. Réponse longue, oui, un petit peu. Polaroid, la compagnie, ils n'ont pas investi dans des équipements comme des objectifs vraiment professionnels. Ils n'ont pas investi dans le professionnel, ils ont plus investi dans l'amateur pour ce type de caméra-là, Okay. dans cette série-là. Donc, c'est sûr qu'on peut retrouver sur le marché des accessoires, des trépieds pour Polaroid, il y a n'importe quoi, mais ils sont vraiment en petite quantité, puis ils sont vraiment pas accessibles en termes de prix, sont très dispendieux. Est-ce que c'est une caméra quand même facile à utiliser pour, on va dire, moi, j'aurais jamais utilisé ça. Je serais capable de juste la prendre et me mettre à l'utiliser? Oui, c'est une caméra très facile à utiliser, c'est simple. C'est plus simple que la plupart des caméras modernes. En fait, on fait juste regarder dans le petit objectif ici. Et puis, vraiment, avec cet objectif-là, on fait juste appuyer sur un bouton. On appuie sur le gros bouton si on veut avec un flash ou sur le petit bouton si on veut sans flash. Et voilà, OK. tout est fait. Et puis, ouais, je sais que les photos sont immédiates, mais est-ce qu'il y a d'autres accessoires ou fonctions supplémentaires qu'on aurait pour la caméra? En fait, cette caméra-là, a beaucoup de fonctions supplémentaires comparativement à ceux qui ont peut-être un âge plus vieux. Même sur cette caméra-là, on a un contrôle d'exposition. Donc, quand on est surexposé, il faut... il y a comme une petite slide. Il faut tasser vers la flèche plus foncée si on est surexposé, vers la flèche plus claire si on est underexposé. OK. Puis d'où son nom, le One Step Close-Up, c'est parce qu'on peut faire des close-up avec. Donc vraiment, c'est une des premières dans son genre où est-ce qu'on peut faire des close-up avec. Donc il y a une petite slide ici, quand on veut photographier quelque chose de très proche. Et faire comme un genre de focus. Donc, c'est juste une petite lentille de plastique qui va s'ajouter par-dessus pour faire un genre de focus. C'est loin d'être les focus qu'on a aujourd'hui, mais déjà là, c'est une étape de plus dans la technologie de l'époque. OK, bien, c'est bon. Merci bien, David. C'est tout le temps qu'on avait pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais remercier notre invité David d'avoir été ici aujourd'hui, nous parler de sa caméra et revenu la semaine prochaine pour un autre objet à découvrir avec Michael Papineau. Merci, à la prochaine. Un nouvel à découvrir.
Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous recevons Michael Papineau qui va nous présenter sa caméra Sony. Donc, bonjour, Michael. Bonjour, David. Ça va bien? Oui. Oui. Parfait. Donc, peux-tu m'expliquer comment ça marche? Parce que moi, je connais rien. Plutôt pour expliquer assez simple, c'est que c'est une caméra de production plutôt comme hors studio, pour comme qui est fait pendant les 1980. Puis tout ça, ça fonctionne comme n'importe quelle caméra, ça capture la lumière, puis ça, pour cette modèle, ça transmet un VTI ou un cocha d'éclairage et tout ça. Puis que ça connecte à travers le CCU. Ça n'a pas l'air récent. En quelle année ça a été produit? Comme j'ai dit juste tout à l'heure, c'est pendant les 1980 D'accord. à 85 qu'ils ont produit ce modèle. Puis ce modèle spécifiquement, c'est le DX, c'est 180p. D'accord. Beaucoup de chiffres dedans, mais des caméras ont toujours ça, beaucoup de chiffres. Mais ça connecte à un CCU qui est le modèle du CCU, c'est le CCU de Sony de 1820p. Puis ça connecte à Donc, travers... c'est alimenté par une batterie ou c'est connecté juste au CCU, puis c'est poweré par le CCU? Tu peux faire les deux, mais d'accord. le seul que j'ai ici, que j'ai acheté, ne venait pas avec la batterie à cause c'est un partie séparée quand tu l'achètes, la caméra. Je comprends. À cause de personnes que j'ai acheté deux, normalement par le CCU, mais son CCU a brûlé comme ça, partie ça ne fonctionne plus. Ah, OK. Mais du CCU, il pense à un VTI puis tout ça. Puis ça pense au CCU avec une connexion multi-pin juste ici, qui est juste comme, qui connecte à la prise ici, que tu as besoin d'aligner des petits pins pour comme mettre dedans. Ça prend comme 10 secondes pour faire ça. Je ne fais pas ça en ce moment. D'accord. Mais est-ce qu'elle fonctionne? C'est la question que je me pose. Oui, dans mon coffre, juste ici, j'ai un prise qui aide ici, mais le petit trouble, c'est que c'est un prise à l'autre bout pour me plugger dans un char. So, je ne veux pas aller n'importe où, puis tout ça. J'espère qu'il va y avoir un CCU pour ça, mais je ne peux pas trouver un en ligne ou tout ça. Et tout ça. C'est bien dommage. C'est quel type de lentille qui est sur la caméra? Le type de lentille qui est écrit juste ici, un petit peu, c'est de Tamron. C'est un 10.5 à 105 mm avec un f-stop de 1.6. En plus, c'est un lentille macro que tu peux être plus proche d'un objet puis le focuser dessus que les autres types de lentilles. D'accord. C'est quoi la plus grosse différence entre cette caméra et les caméras d'aujourd'hui? La grosse différence, dans la technologie en les deux temps. Avec cette caméra, c'est comme dans le temps que ça commence juste avec des CCD. D'accord. Donc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci d'avoir rejoint l'émission, Michael. La prochaine fois, nous recevons Alex Potvin-Wong pour nous parler de son sac à dos MEC. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonjour à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Alex Palveyron, qui va notre chroniqueur pour cette émission. Aujourd'hui, il va nous parler de son sac Merck. Bonjour Alex. Bonjour Michael. En premier, peux-tu nous expliquer ce sac à dos de Merck? Oui, fait que dans le fond, comme tu dis si bien, c'est un sac à dos fait par la compagnie MEC. Dans le fond, c'est un sac à dos qu'on peut aller acheter dans cette compagnie-là. C'est un sac de plein air, dans le fond. Là, Peux-tu nous expliquer la compagnie MEC? Oui, dans le fond, la compagnie MEC a été inventée dans les années 70 à Vancouver. Donc, c'est une compagnie canadienne. Et en ce moment, il y a à peu près une vingtaine de magasins, je dirais, partout à travers le pays. Et eux, dans le fond, ils se spécialisent, comme je disais, dans la vente d'accessoires plein air. Donc, ils vendent des vélos, ils vendent des tentes, des choses comme ça. Je vois beaucoup de pochettes. Peux-tu nous expliquer sa size, chaque pochette? Ben oui, certainement. Écoute, le nombre de pochettes dans ce sac-là, c'est incroyable. Premièrement, la pochette la plus au fond ici qu'on a, c'est une pochette pour ordinateur. Fait que dans le fond, pour un ordinateur, à peu près 15 pouces. L'autre, le plus proche, c'est le compartiment principal. Donc, alors, c'est vraiment... c'est un gros compartiment. Tu peux mettre pas mal toutes tes choses dedans, là. Sinon, il y a aussi le troisième compartiment. C'est vraiment un compartiment secondaire. Dans le fond, là-dedans, tu as des pochettes un petit peu plus spécialisées. Dans le fond, c'est plus pour tu peux mettre des crayons, des petites pochettes comme ça. Après ça, tu as vraiment une pochette tertiaire, vraiment plate pour mettre... des choses un petit peu plus plates. Ça sonne bien. C'est ça, pour chaque pochette, quoi tu utilises chaque pochette pour? Bien, c'est ça. Fait que comme je disais, dans le fond, cette pochette, la pochette la plus au fond, j'utilise pour mettre mon ordinateur dedans. La deuxième pochette, vraiment, c'est vraiment pour mes affaires d'école. Fait que là, en ce moment, là, peut-être que ça ne paraît pas vraiment, mais là-dedans, il y a ma boîte à lunch en ce moment. Là. Des fois, je vais mettre mes écouteurs. Des fois, je vais mettre mon disque dur, des choses comme ça. Dans l'autre pochette, moi, j'ai toujours un crayon de spare là-dedans. C'est toujours bon d'avoir un crayon sur soi, là, on va s'entendre là-dessus. Puis, des fois, des fois, je vais des affaires un petit peu moins importantes, comme je mets des Kleenex ou je mets des... je sais pas, des affaires de même. Là, puis, dans la dernière pochette, dans le fond, j'utilise quasiment pas parce que tu peux quasiment mettre rien dedans. As-tu comme des aventures avec ce sac et tout ça? Oui, écoute, dans le fond, ce sac-là, écoute, je l'ai, ça va faire maintenant quasiment 5 ans. Ce sac-là, il a voyagé vraiment, c'est le sac que j'utilise le plus. Écoute, il a voyagé avec moi de l'école, il a voyagé avec moi partout où c'est que j'allais. Puis sinon, j'ai été en Europe avec ce sac-là et il t'offre encore en masse. Là. C'est quelque chose de... Peux-tu recommander ce sac à tes amis et tout ça? Ah oui, certainement. Écoute, non seulement c'est un bon sac d'école, mais c'est aussi un bon sac en général, dans le fond. Fait que tu peux vraiment l'utiliser pour... comme je te dis, tu peux utiliser ça pour l'école, tu peux utiliser ça pour le plein air, tu peux utiliser ça pour n'importe quel. Fait que moi, oui, je vous le recommanderais, ce sac-là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on va avoir pour cette émission. Mais c'est un beau sac quand même, ton sac Merck. Mais à la prochaine émission qu'on a la semaine prochaine, on va rencontrer Masha Husnod qui va nous parler de sa bouteille utilisable que tu peux personnaliser. Au revoir. À la semaine prochaine.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces magnifiques bouteilles personnalisables et réutilisables que va nous présenter Macha Rossignol. Bonjour Macha. Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Oui. Ben oui. Donc alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi ces bouteilles-là? En fait, ces bouteilles-là, c'est des bouteilles d'eau réutilisables faites en métal. Elles sont créées par des femmes, en fait, qui ont décidé de partir d'une petite compagnie. Ces femmes-là, c'est dans le fond des femmes de Cornwall, en Ontario. Celle qui a la fondatrice, dans le fond, s'appelle Natacha Bouvier. Et puis, ce qui est le fun, en fait, avec ces bouteilles-là, c'est que c'est pas simplement des bouteilles qu'on peut acheter aux tablettes. En fait, c'est des bouteilles d'eau personnalisables. Donc, ça, c'est la mienne. C'est ma mère qui me l'a faite. Donc, elle a mis une taille de mort parce que j'adore ça. Elle a mis aussi une rose avec mon nom et mon âge de mon anniversaire, puisqu'elle me l'a donné à mon anniversaire avec tout plein de brillants, parce que j'adore quand c'est brillant, bien évidemment. Donc, ce qui est aussi le fun de ces bouteilles-là, c'est que tu peux quand même mettre beaucoup de liquide sans que la chaleur ou le froid se perdent, parce qu'en fait, le métal garde la chaleur ou le froid à l'intérieur. Petite parenthèse, pourquoi tu aimes autant ça, les brillants, pour en avoir autant sur cette bouteille-là? Sincèrement, c'est un peu dans ma personnalité aussi, parce que j'adore me maquiller, donc je me mets énormément de paillettes. J'aime ça être artistique, puis ça fait partie de ma personnalité. Très bien. Et là, malgré, écoute, tu as dit des avantages et des avantages, mais je me dis bien, il doit y avoir des inconvénients, ces bouteilles-là. Oui, comme vous pouvez très bien le voir, donc les bouteilles sont très instables parce que le matériel, en fait, ça, c'est de la cire qui est fondue. Et puis, en dessous, ici, dans le fond, c'est pas égal. Donc là, en ce moment, il n'y a pas d'eau dedans. C'est sûr, quand il y a de l'eau, c'est un petit peu plus stable, mais personnellement, moi, ça me gosse quand tu la mets, puis il faut tout le temps que tu la tiennes parce que là, ça fait du bruit, là. Puis aussi, ce que je pourrais dire, c'est que quand on met de l'eau dedans, c'est un petit peu dur de voir par le trou parce que le trou, il est assez petit. Fait que la plupart du temps, je renverse tout le temps. Là, il y a de l'eau partout, j'haïs ça. Là. Mais sinon, ce serait les deux inconvénients, je pourrais dire là-dessus. Parfait. Et aussi, là, je vois aussi, là, bien sûr, il y a ta bouteille, mais il y a aussi l'autre bouteille. Et d'après ce que je peux voir, le design il est complètement différent. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette bouteille-là? Oui, en fait, l'autre, c'est la bouteille à ma mère. Donc, ma mère, dans le fond, elle s'est fait donner cette bouteille-là par sa meilleure amie, qui, eux autres, se sont rencontrés au bingo et ils sont des mordus de bingo. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bouteilles de bingo un peu partout. Elle y a mis un fond blanc pour que ça soit neutre. Et ensuite, elle y a mis Loadé comme un gun, qui est le titre d'une chanson d'Éric Lapointe avec deux photos. Donc, ça, c'est celle avec Éric Lapointe, ma mère, Éric Lapointe, et Caroline Néron, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, ça, c'est pour la journée où est-ce qu'elle l'a rencontré. Et en arrière, c'est seulement Éric Lapointe. Puis ici, c'est écrit son nom. Donc, voilà cette histoire. Dans le fond, c'est ça. Fait que tu parlais que, dans le fond, ça serait, cette bouteille-là est un cadeau. Alors, est-ce que tu recommanderais, dans le fond, ces genres de bouteilles-là comme cadeau? Oui, totalement. Parce qu'en fait, dans le fond, vous voyez à quel point qu'on peut faire vraiment différents modèles. Donc, moi, c'est vraiment très flyé. Il y a mon nom, il y a des images. Tandis qu'ici, c'est vraiment la photo de ma mère et puis avec des bouteilles, des boules de bingo. Donc, tu peux faire tout. Écoutez, c'est vraiment une histoire vraiment intéressante qu'il y a derrière ces bouteilles-là, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Donc, alors, j'avais remercié notre public d'avoir écouté cette magnifique émission. Je veux aussi remercier Macha de nous avoir amené ces objets magnifiques. La semaine prochaine, préparez-vous parce que nous allons parler avec Tommy qui va nous présenter sa flûte traversière, vraiment un instrument qu'on ne verrait pas tous les jours. Alors, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.
Bonjour et bienvenue à l'émission La démonstration. Aujourd'hui, nous recevons M. Tommy qui nous parlera de sa flûte traversière. Il nous expliquera un peu comment est-ce qu'il a commencé à jouer, est-ce que c'est difficile et d'autres sujets. Bonjour Tommy. Salut Macha. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, on va commencer avec la première question qui est, en fait, c'est quoi une flûte traversière? Bien, une flûte traversière, c'est un instrument de musique, puis c'est un instrument de la famille et qui est dans la famille des vents. Et c'est d'une origine asiatique, si je ne me trompe pas, en Chine, dans une couple de milliers d'années avant ou après Jésus-Christ, si je me souviens bien. Puis c'est ça, c'est un instrument que moi, personnellement, je trouve qu'il est le fun à jouer. D'accord, donc c'est assez ancien, puis ça ne vient pas d'ici, dans le fond, c'est ça? Pas vraiment, non. OK. Donc, depuis quand est-ce que tu en joues? Moi, j'en joue depuis 3 ans. J'ai commencé, puis j'ai joué pas mal juste au secondaire, OK. dans la classe de musique. Puis sinon, j'ai déjà joué aux Jeux franco-ontariens 2 fois. La première fois, c'était un solo manqué. Deuxième fois, c'était un solo moins manqué que la première fois. OK, OK. Donc, suffit que toi, c'était un peu facile d'en jouer. Est-ce que c'est facile pour tout le monde ou... Ben, je sais pas parce que moi, je joue de la guitare, du ukulélé, du piano, je fais de la percussion. Je joue de la flûte, bien sûr, maintenant. Je joue de la basse. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à apprendre la flûte, je me suis dit, m'a me faire un nouveau défi en apprenant la flûte. Puis moi, j'ai pas trop de difficultés avec toutes les doigtés qu'il faut faire. OK. Mais il y a quelqu'un qui aurait plus de misère que moi. Puis moi, comme ça m'a pris un cours de 75 minutes pour apprendre les 5 doigtés de base et produire un son avec ça, tandis que normalement, les gens, ça prend peut-être plus qu'un cours. OK, donc tu peux dire que tu es un peu comme un bon musicien, là. Je me considère un bon musicien, oui. Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu as commencé à en jouer? Comme je viens de dire, je voulais me donner un défi parce que je joue plein d'instruments déjà. Puis c'était la première fois que je prenais mon cours de musique, il y a 3 ans. Puis je voulais avoir un petit défi, mais c'était un très petit défi. Oui, finalement. Donc, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton case? Je peux vous parler de mon case. Fait que ça, c'est mon case de flûte. Oui, c'est ma flûte à moi. Puis le case, il est presque pas rempli de couleurs. Il y a peut-être 40 stickers, 40 autocollants en tout dessus. OK. Puis, ouais, c'est un bon case. Donc, en gros, c'est toi qui l'as fait. C'est pas acheté comme ça. Ben, on peut voir dans le background ici un peu que originalement, c'est noir. Mhm. Mais tous les autocollants, c'est moi qui les ai rajoutés là-dessus. OK. Oui. Donc, où est-ce que tu es allé un peu? C'est quoi l'histoire de ces autocollants-là? Ben, il y en a de mon été. Été 2017, j'ai passé 11 jours à Banff, en Alberta. Fait que j'ai peut-être 5 stickers de cette région-là. Après ça, j'en ai du Pérou. J'en ai un franco-ontarien. J'en ai un peu n'importe quoi. Je me ramassais des stickers par rapport, puis je faisais juste mettre ça là-dessus. OK. Donc, merci beaucoup, Tommy, d'être venu nous voir. Pas de problème. Restez des nôtres parce que la semaine prochaine, nous recevons Jacob qui viendra nous parler d'un casque virtuel. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Montrer comment
Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Ce soir, nous faisons la rencontre de Jacob Taillefer-Racine qui viendra nous parler de l'Oculus Rift et il nous expliquera comment cela fonctionne. Bonsoir, Jacob. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien, merci. Alors, c'est quoi l'objet que tu nous présentes ce soir? Donc, l'objet que je viens vous présenter ce soir, c'est un Oculus Rift. Dans le fond, c'est un casque de réalité virtuelle qui fait en sorte qu'on peut avoir des expériences qu'on ne peut pas vraiment avoir à l'ordinaire. C'est vraiment un casque qui, au lieu de façon conventionnelle de projeter sur un écran, ça vous projette directement dans les yeux. Donc, ça fait une expérience totalement unique. OK. Et c'est quoi les utilités de l'Oculus Rift? Bien, il y a beaucoup d'utilités. Principalement, c'est pour jouer à des jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, il y a des applications comme Google Earth. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre téléphone, mais ça me permet vraiment de voir un peu comme Street View sur Google, mais de façon vraiment à la première personne, mais vraiment d'un point de vue comme si on était là. Donc, si on se transfère, par exemple, proche de la Tour Eiffel, on voit la Tour Eiffel de façon naturelle, de la grandeur où on serait. Donc, c'est quoi les jeux qu'il y a d'offerts sur l'Oculus Rift? Il y a une librairie de jeux qui est de plus en plus grandissante. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la sortie d'un jeu très en attente, très anticipé. Puis c'est ça dépend. Puis on a différentes sortes de jeux. Ça peut aller vraiment du FPS, du First Person Shooter, au jeu de tir en français, aux divers jeux d'arcade et simulations. D'accord. Et comment on compare l'Oculus Rift par rapport à sa compétition? Donc, dans les dernières années, il y a eu une augmentation vraiment de la compétition. Au début, il y avait simplement 2 casques en 2016, quand il a fait son apparition sur le marché. Puis c'est ça, c'était juste le Oculus Rift et le HTC Vive qui étaient très comparables. Il y avait très peu de différence, mais maintenant, on a accès à deux générations, des fois 3 générations plus tard. Souvent, maintenant, la différence, les capteurs sont à l'intérieur du casque. Et puis aussi, on a une résolution qui est beaucoup plus élevée et on a moins de rayons lumineux qui nous rentrent directement dans les yeux. D'accord. Et c'est quoi son plus grand désavantage? Son plus grand désavantage, je dirais, c'est la résolution. Parce que à cause du foyer qu'on retrouve dans les lentilles, parce qu'on ne voit pas l'écran de façon directe, le foyer ne nous permet pas de voir les objets de très proche. Puis, quand on n'a pas besoin de détails, c'est correct, mais quand on a besoin de lire une écriture, c'est un peu moins évident. OK. Et est-ce que vous recommanderiez un casque de réalité? Bien, je dirais pour peut-être... en fait, celui-là, il n'est plus en production, mais je dirais avec un casque peut-être plus récent, un casque qui a vraiment, comme je disais, des capteurs intégrés dans le casque. Puis maintenant, on offre des casques qui sont sans fil, qui n'ont pas besoin d'un ordinateur. Donc, c'est ça, je recommanderais. Alors, malheureusement, Jacob, c'est tout le temps qu'on a. C'était très intéressant d'en apprendre plus sur l'Oculus Rift. Et ne manquez pas, la semaine prochaine, où nous aurons Tanon Emmanuel Yapo, qui viendra nous parler de son casque d'écoute Turtle Beach. Bonne semaine!
Bonjour, bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Donc aujourd'hui, je reçois un invité tout spécial. Je reçois le meilleur joueur de jeux vidéo que je connaisse. Il s'agit bien sûr de Tanon Emmanuel Yapo, qui vient nous parler de son casque de jeu Turtle Beach Stilt 600 pour PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. Donc bonjour Emmanuel, ça va bien? Ça va, ça va. Parfait. Donc, tu viens de parler de ton casque, mais peux-tu me dire quelles caractéristiques qui vraiment démarquent ton casque des autres? Ce casque a été spécialement modulé et créé pour le jeu. C'est l'un des meilleurs casques pour joueurs de PlayStation, PlayStation 4, PC. En tout cas, c'est la crème de la crème, ce qui fait que c'est un peu dans le top 5 des meilleurs casques de jeu. Voilà, c'est un peu une caractéristique assez hors norme. Parfait. Puis au niveau du micro, qu'est-ce qui différencie vraiment la qualité du micro par rapport aux autres écouteurs qui sont de sa compétition? Ce casque a un micro qui te permet d'avoir un retour. C'est-à-dire que pendant que tu communiques avec les membres de ton équipe, tu peux entendre le niveau de ta voix. Donc, réduire le son, le niveau au fait de ta voix pour ne pas permettre que tu cries assez ou que tu parles assez fort dans l'oreille de tes coéquipiers pour ne pas les déranger pendant le jeu. Et aussi, le micro possède une capacité de réduction de bruit. Donc, la voix est clairement nette, clean. Puis, comment fonctionne son mode sans fil? À l'opposé des autres casques qui ont un mode de connexion Bluetooth, ce casque-là possède une connexion Wi-Fi et c'est une connexion spécialisée. C'est-à-dire que s'il est connecté à, par exemple, une PS4 ou un PC, il établit une connexion sécuritaire avec ce PC. C'est-à-dire qu'après ça, aucune personne ne peut se connecter avec n'importe quel dispositif. C'est indétectable. Et pour des téléphones, tu auras besoin d'une clé qu'on peut acheter sur le net et pouvoir permettre d'avoir une connexion entre ton casque et ton téléphone. OK, parfait. Puis à quoi sert le mode Super Human Hearing? Le mode Super Human Hearing, c'est un peu le mode, si je peux le dire, le Superman parmi les héros. Ça te permet d'entendre tout ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, par exemple, un rechargement d'armes, des bruits de pas dans les herbes, une bruit de voiture. À une distance, je pense, de 30 mètres, tu es déjà au courant de la position parce qu'avec le mode stéréo, tu peux savoir où le joueur est positionné, pouvoir te préparer à l'attendre. Ça permet d'être en avance sur tous les joueurs car tu as tous les petits bruits avant qu'ils n'arrivent près de toi. Puis, dans tout ça, la qualité du son, tu dirais qu'elle est comment? La qualité du son est splendide, car ce casque a un mode surround, un mode speaking et surround, un mode speaking seulement et un mode bass surround. C'est-à-dire que si, par exemple, tu écoutes une musique, tu peux te mettre le mode bass surround. Si tu fais un montage vidéo. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais merci d'être venu nous expliquer. Et puis, joignez-nous la semaine prochaine parce qu'on va avoir un invité tout spécial qui va venir nous parler de sa Fitbit Charge 3. Il s'agit bien de Aristide. Donc, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue. Vous suivez l'émission Démonstration. Savez-vous qu'une montre pouvait vous permettre de suivre vos activités, comme suivre votre poids, votre niveau de sommeil et bien d'autres? Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Assedi Aristide qui va nous parler de son bracelet intelligent Fitbit Inspire HR. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment fonctionne cette montre? La montre Fitbit, c'est un tracker d'activité intelligente. Donc, c'est la marque Fitbit. Donc, elle permet comme ça de suivre les calories, de suivre les mouvements, les activités physiques que l'on fait. Avec l'application, ça nous permet aussi de suivre nos repas. Donc, on peut comme ça mettre nos repas pour tous les jours, pour notre activité journalière, nos activités journalières et tout. Dans le fond, qu'est-ce que c'est concrètement cette montre? Comme j'ai dit, ça nous permet vraiment de suivre nos activités parce que c'est connecté à notre téléphone avec une application par Bluetooth. C'est vraiment connecté. Je peux vous montrer un peu, juste là. Ça fera plaisir. Par exemple, là, on a les pins qui sont derrière. Donc, cette partie-ci, elle permet de charger la montre, les 3 pins de couleur brune. Et puis, les 2 qu'on voit là avec la partie blanche envoient une petite lumière rouge. C'est une petite lumière infrarouge qui, elle, permet de tout scanner, genre comme de scanner les calories par rapport à notre sommeil aussi, puis notre pouls. C'est ce qui est vraiment important aussi, notre pouls, et connaître la limite de notre fréquence cardiaque et tout ça durant les entraînements. Wow. Mais penses-tu que cette montre est vraiment utile? Oui, je pense qu'elle est vraiment utile. Je pense qu'elle est vraiment utile parce que pour une personne qui s'entraîne souvent, qui s'entraîne beaucoup, c'est important de pouvoir suivre ses activités physiques, journalières et tout. Vous savez, par exemple, nous qui sommes dans un programme de production audiovisuelle, ça peut arriver qu'on puisse avoir des longues journées. On est souvent debout, on bouge tout le temps, puis changement de place, de caméra, puis de poste. C'est pas facile. C'est important d'avoir quelque chose qui nous aide à pouvoir le suivre au lieu de le faire nous-mêmes. Littéralement, si je n'avais pas cette montre, je serais obligé de tout écrire à la main, ce qui est beaucoup plus de travail, évidemment. Mais comment s'intègre cette montre à la vie de tous les jours? À la vie de tous les jours, il suffit juste de la porter. Par exemple, moi, je la porte sur ma main gauche. Juste là, parce que ma main gauche est ma main faible, parce que je suis droitier. Donc, pour un gaucher, il la portera sur la main droite. Il suffit juste de la mettre sur la main, puis de la laisser là. Puis, évidemment, à un moment, si on est fatigué de la porter, on peut juste l'enlever et passer à autre chose. Mais avec tout ce que tu as dit, conseillerais-tu cette montre à quelqu'un? Oui, totalement. Je conseillerais vraiment la montre à quelqu'un de pouvoir l'avoir, de pouvoir l'acheter. Surtout que la montre, elle est abordable. Elle est vraiment abordable. Contrairement à d'autres montres comme la Samsung S3 ou les Apple Watch, cette-ci, elle coûte à peu près $129 plus taxes. Donc, elle est vraiment abordable. Pour quelqu'un qui veut juste avoir quelque chose qui puisse suivre ses activités physiques. Ça donne l'heure aussi. Ça donne aussi des notifications pour les messages et tout. Mais pour moi, c'est pas si important. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très abordable. Mais pour toi qui as utilisé cette montre pour un certain bout de temps, penses-tu qu'elle est vraiment unique ou c'est une montre intelligente comme toutes les autres? Non, je pense qu'elle est vraiment quand même unique parce que... Ok, désolé, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous recevrons ici Jessie qui nous parlera de ses jumelles, des jumelles très spéciales. Et restez connectés pour suivre le prochain épisode. Merci.
Spectateurs, Bonjour très chers téléspectateurs, mon nom est Aristide Acédri. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans l'émission M. Jean-Christophe Binet qui nous parlera de ses jumelles de la marque Tasco. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Ah, je vais super bien, je vais super bien. Alors, parlez-nous de vos jumelles. Pourquoi sont-elles si importantes pour vous? Dans le fond, j'ai obtenu ces jumelles-là lors de mon anniversaire de 10 ans. Et c'était un cadeau complètement inattendu que j'ai reçu de la part de mon père. Et c'est vraiment un cadeau spécial pour moi parce qu'il a quand même réussi à deviner ce que je voulais sans jamais que je le demande. J'étais content et j'étais surpris. Un mélange de contentement et de surprise, c'est toujours... Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez intéressé par les jumelles en particulier? J'ai toujours été un peu curieux et aventurier. J'aime ça me promener dans le bois et tout. Donc, des jumelles, ça t'aide un peu à développer un peu ta curiosité parce que tu peux explorer au loin et tout. Fait que c'est un peu pour ça. Je pense qu'il a vu ça, puis il savait que j'allais aimer ça, puis il a eu raison. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, c'est vraiment une caméra simple qui est de base, dans le fond. Puis ce qu'on a, on n'a pas tant de fonctions dessus. On a une petite roulette ici afin de focusser pour voir, pour ne pas voir flou. Puis on a deux côtés, donc on a ici, ça c'est pour voir, ça nous fait une vue éloignée. Et de ce côté-là, on a la vue rapprochée, donc la vue principale des jumelles. Je pense même pas que ça nous sert vraiment à quelque chose. Ça donne juste mal à la tête. Ça ici, c'est une corde. Donc ça, on l'accroche autour de notre cou pour ne pas l'échapper, parce que ça serait dommage. Mais ils sont très solides. Je pourrais la lancer sur le plancher et ça serait solide. Ça serait J'ai solide? déjà essayé. OK. Ah, wow. Ouais. OK. Puis avec ça, vous avez fait quelques découvertes, vous avez parcouru les bois, puis... Oui. OK. Je l'ai utilisé beaucoup quand j'étais jeune, comme à mon camping, parce que j'avais une camping avec mes parents, puis je partais pas sans mes jumelles. Sans vos jumelles, OK. Non. Est-ce que vous les recommanderiez à quelqu'un? C'est sûr que je les recommanderais à ceux qui souhaitent débuter dans le monde des jumelles. Parce que c'est très comment dire, c'est des jumelles qui sont faites pour débutants. Comme vous voyez, c'est très simple d'utilisation. D'utilisation, évidemment. On fait juste l'ajuster à notre taille, puis on regarde dedans. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de fonctions et tout. Mais celle-là, c'est simple à utiliser et c'est parfait pour ceux qui souhaitent débuter avec les jumelles. OK. Ah, OK, parfait. Est-ce qu'il y a des accessoires qui viennent avec ou Je sais qu'au départ, j'avais un petit sac pour mettre dedans, mais il est rendu où? Je ne le sais pas. Mais, non, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais un sac avant pour le traîner, pour y faire attention, mais là, je ne sais plus il est où. Ah, OK. Donc, mais à part de ça, ça ne venait pas avec rien d'autre. Parce que, OK. Comme j'ai dit, c'est vraiment des jumelles de débutants. OK. Parfait. Ben, je comprends ça. Est-ce que vous aurez quelque chose d'autre à pouvoir ajouter par rapport à ces jumelles? Pas vraiment, autre que le fait que ben, je le recommande à ceux qui souhaitent... Qui souhaitent pouvoir l'utiliser. Oui, qui souhaitent commencer dans le monde des jumelles. C'est une très bonne jumelle débutante. OK, parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-Christophe. C'était malheureusement tout le temps que nous avons à passer avec nous pour parler de vos jumelles. Donc, prochainement, nous allons ainsi recevoir M. Nicolas Cléroux qui va nous parler des capteurs de rêve. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous.
Swift action. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Découverte Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Dans cette émission, nous aurons la chance d'en apprendre plus sur plusieurs objets et peut-être d'en découvrir de nouveaux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nicolas Cléroux qui nous parlera de son capteur de rêve. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un capteur de rêve? En effet, c'est un peu, comme tu vois ici, c'est quasiment quelque chose qui capte tous nos rêves, les bons puis les mauvais. Puis c'est en effet quelque chose qu'on dort avec. On le met au-dessus de notre lit ou n'importe où ou dans notre chambre. OK. Puis est-ce qu'il y a une certaine histoire? En effet, oui puis non. C'est pas nécessairement une histoire, mais plus des leçons qui se fait apprendre quand on fabrique nos capteurs de rêve. En toute honnêteté, ça fait mal quand on le fait à cause on tire tellement fort sur la corde. Mais dépendamment sur quelle tribu que tu parles, plus à l'ouest, il y en a quelques histoires. Un araignée qui a fabriqué le web justement pour les enfants. Mais ici, dans le Tad-non-16 et dans le Conquet, on n'a pas d'histoire. OK. Puis, donc, vous mentionnez que la fabrication est difficile? Un peu, oui. Ouais. À cause quand on fabrique la corde ici, tu vois que ça tourne chaque fois. On le tire vraiment fort quand on le fait, donc ça fait un peu mal aux doigts. Des fois, nos doigts se tournent un peu rouges. Puis aussi, quand on fait nos nœuds au fin, il faut le brûler un peu pour que ça ne casse pas. Ça ne se défait pas, donc il faut faire attention à ne pas se brûler. Donc, beaucoup de dangers. Oui, beaucoup de dangers, mais c'est pas trop dangereux. C'est plus, ça fait un peu plus mal que dangereux. Donc, j'imagine que vous avez fabriqué celle-là? Oui, je l'ai fabriqué moi-même. Je l'ai faite au centre Minu-Madrone ici à l'école. Un autre étudiant m'a aidé à apprendre comment le faire. Donc, oui, j'ai fait celle-là moi-même. Cool. Donc, on parlait de fabrication. Quels sont les matériaux qui sont utilisés? Bien, on a nécessairement seulement comme 5 ou 6 principalement. Ici, c'est le sinew que j'ai dit tantôt. Puis là, c'est du cuir, puis des plumes, puis des baies aussi. Intéressant. Et ces matériaux-là, on peut les retrouver où exactement? On a un magasin ici à Ottawa qui s'appelle Beaded Dreams. C'est un magasin Première Nation qui a toutes des affaires de l'art visuel que tu peux fabriquer avec. Puis, est-ce que le coût est élevé? Pas trop élevé, mais ça coûte un peu environ 15$ juste pour le cuir, puis un autre 15$ pour le sinew, mais on peut s'acheter comme... C'est beaucoup, donc ça va, ça vaut durer. la peine. Oui, ça va durer beaucoup de temps, Ouais. donc c'est pas trop cher, non. OK. Puis, c'est quoi le sinew et son utilité? Le sinew, en effet, c'est les tendons qui tiennent les muscles sur les os des animaux. Donc, pour nous, c'est un peu comme la corde. Donc, au lieu d'utiliser la corde fabriquée industrielle, on use ça parce que c'est naturel, comme tu vois. Ça vient des animaux, puis nous autres, on use tout. Donc, même affaire avec les plumes, c'est des vraies plumes. Puis les baies sont souvent des baies en bois. Parfait. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, merci d'être venu ici. Puis de nous en avoir appris plus sur ça. Merci à la maison d'avoir regardé cette émission. Et soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous aurons la visite de Alexandre Côté qui nous parlera du skateboard. Bonne soirée!
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir, où on découvre le monde. Avec nous aujourd'hui, on a M. Alexandre Côté qui va nous parler de son skateboard. Bonjour, M. Côté. Bonjour, M. Cléroux. Ça va bien? Oui, toi? Ah, ça va. Donc, c'est quoi l'objet que tu nous as amené aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai amené un skateboard, ou comme les Français disent, une planche à roulettes. Planche à roulettes? OK. Pourquoi as-tu décidé d'amener ton skateboard aujourd'hui? J'ai amené mon skateboard à cause que c'est un de mes passe-temps préférés pendant l'été. Comme on habite au Canada, on a plusieurs mois d'hiver. Donc, c'est ça. J'ai amené un de mes passe-temps favoris. Peux-tu nous parler un peu de l'histoire du skateboard? Donc, l'histoire du skateboard commence vers les années 60, majoritairement fondée par des surfeurs qui faisaient du surf, évidemment, mais qui n'avaient pas de vagues certaines journées, donc ils ne pouvaient pas faire de surf. Donc, ils ont commencé à mettre des roues en métal sur des planches de bois et ils appelaient ça sidewalk surfing. C'est-tu tous les composants d'un skateboard, ça? Non, il y en a plusieurs, en fait. Donc, ici, dans une skateboard, majoritairement, tout le temps, tu vas avoir 7 plies de bois. Comme tu peux voir ici, tu peux les compter. Ah oui? Ces 7 plies de bois, c'est de l'érable canadien, tout le temps. Donc, tous les skateboards, c'est de l'érable canadien. Sur le top, tu as ce qu'on appelle le grip tape. Donc, tu peux le toucher. Puis tu vois que c'est pour ça que d'habitude, les skateboarders, leurs chaussures sont toujours détruites. Parce que c'est ce qui te laisse garder sur la board ou te laisser en position dessus. Après, on a ce qui s'appelle les trucks, ce qui est ces morceaux de métal ici qui sont faits en aluminium. C'est ce qui garde les roues attachées sur le skateboard et c'est ce qui t'aide à tourner ici. Donc, comme tu peux voir, ces petits morceaux jaunes ici, ça s'appelle des bushings. C'est ce qui t'aide à tourner. OK. Moi, d'habitude, mes trucks sont toujours pas mal loose, donc je peux tourner plus facilement. Donc, tu peux les ajuster? Oui, tu peux les ajuster ici avec ce qui s'appelle un kingpin. Ah, d'accord. Ici, juste là et là. Et après les trucks, on a les roues ici qui sont attachées sur les axles. Oui. À chaque bord. Et puis dans les roues, on a ce qui s'appelle des wheel bearings, ce que tu peux voir ici. Oui, je le vois. Tu peux voir là. C'est ce qui fait tourner les roues et c'est ce qui te fait rouler. Peux-tu me dire, il est comment la culture du skateboard? La culture du skateboard, je dirais plus que c'est une communauté ici à Ottawa. Parce que c'est une place là, où tu peux te faire beaucoup d'amis. Tu vas au skatepark ou dans la rue, tu peux rencontrer du monde qui ont le même passe-temps que toi et qui aiment la même chose que toi. Donc, c'est facile à se faire des amis. Et c'est pas un sport d'équipe, donc c'est vraiment comme plus une forme d'art qu'un sport. Donc, tu le considères comme une forme d'art toi-même? Si tu demanderais à beaucoup de skateboarders, ils diraient que c'est plus une forme d'art qu'un sport. Mais aux Jeux olympiques, l'année prochaine, en 2020, ça va être dans les Jeux olympiques, mais dans le skateboard. C'était un gros plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. La semaine prochaine, nous avons Philippe Heinemann qui va nous parler d'un brosse à dents électrique. Moi, c'est ça. Souvenez de sourire et merci à vous les spectateurs et à la prochaine.